Sans transition, Madame Hind Mqaddem, de l'Association nationale des fabricants de farine et d'huile de poisson, en tant qu'intrant et que matière première dans l'aquaculture. Alors, bonsoir tout le monde. En ce qui me concerne, je vais présenter brièvement le rôle des ingrédients marins, principalement la farine et l'huile de poisson, dans le secteur aquacole. Donc, je vais présenter les ingrédients marins, leur définition, leur processus de production en chiffres, mais aussi en procédés industriels, leurs utilisations principales, leurs caractéristiques spécifiques, et puis leur rôle dans le secteur de l'élevage des poissons nourris. Et je finis par une présentation sur l'importance d'une chaîne d'approvisionnement durable dans la production de ces ingrédients marins. Alors, comme vous le savez, comme déjà précisé par les intervenants précédents, la situation mondiale est marquée par une croissance de la population mondiale estimée atteindre dans les années 2030 le seuil de 8,5 millions d'habitants, et aussi par une production mondiale de la pêche sauvage qui est en stagnation depuis plusieurs années, et des ressources halieutiques en dégradation continue. Donc, la production alimentaire, principalement en poissons, repose et dépend principalement de l'augmentation de la production aquacole, comme vous pouvez remarquer sur la première figure déjà décrite par les honorables intervenants. Alors, lorsqu'on parle d'ingrédients marins, on parle principalement de la farine et l'huile de poisson. Ces deux composants peuvent être produits à partir du poisson entier. Ils sont produits principalement de poissons entiers, produits aussi à partir de crustacés tels que le krill, d'algues et de coproduits. Le plus important, c'est de se focaliser sur le terme coproduit. Ces matières secondaires issues des procédés de transformation industrielle peuvent constituer une source très exploitable et très importante dans la production de ces deux ingrédients d'une importance capitale. Donc cette biomasse, elle est utilisée dans le procédé industriel conventionnel, le plus utilisé à l'échelle mondiale dans la production de ces deux produits, qui repose sur un traitement thermique, un pressage pour séparer le gâteau cuit de la phase aqueuse, une séparation qui permet déjà de produire une huile purifiée et séparée de sa phase aqueuse, un séchage du gâteau cuit et un broyage qui permet d'obtenir la granulométrie de la farine souhaitée. Et puis, il est important aussi de noter que la production de ces deux éléments à partir d'algues et de coproduits constitue une opportunité importante pour augmenter la production mondiale en ces ingrédients marins. Alors, la production de la farine de poisson est d'environ 5 millions de tonnes par an. Cette production provient principalement du poisson entier. Et ce poisson entier, lorsqu'on dit poisson entier, on dit du poisson provenant de la pêche sauvage. Donc c'est dommage que ce poisson dont on a besoin tous soit exploité dans la production de la farine de poisson. Alors il y a d'autres alternatives en parallèle. Et comme vous pouvez remarquer, il y a un pourcentage qui est en évolution depuis plusieurs années, que la farine de poisson soit produite à partir de coproduits, que ce soit des coproduits de l'aquaculture ou bien de coproduits de la pêche. Le pourcentage a atteint les 29% en 2016. Et pour l'huile de poisson, maintenant, il y a, en 2016, 26% d'huile de poisson provenait des coproduits de la pêche. Alors, cette étude conduite en 2016 a démontré les pourcentages de matières premières utilisées dans la production de ces ingrédients marins. La même étude a démontré que 11,7 millions de tonnes supplémentaires de ces coproduits générés dans les procédés de transformation ne sont pas exploités dans la production d'ingrédients marins à l'échelle mondiale. D'autres études aussi ont évalué aussi que les pertes après capture sont estimées à 27% du poisson débarqué à l'échelle mondiale. Et ce pourcentage dépend des régions, mais on peut prendre l'exemple de l'Afrique,
où ces pertes post-capture sont estimées variant entre 20 et 25%, et peuvent atteindre jusqu'à 50% du poisson capturé, d'où l'intérêt de penser à les valoriser pour une production maximale d'ingrédients marins. Je passe aux utilisations de ces ingrédients marins et je commence par la farine de poisson. Et comme vous pouvez remarquer, elle constitue l'approvisionnement clé pour le secteur aquacole avec un pourcentage de 65%. 23% de la farine produite est utilisée dans l'alimentation des porcs et 5% dans l'alimentation de la volaille. Quant à l'utilisation de l'huile de poisson produite, elle est aussi utilisée en majorité à raison de 75% dans le secteur aquacole, et puis 18% est utilisé dans la consommation humaine directe à travers la production des compléments alimentaires. Que ce soit utilisé dans la production animale ou bien directement pour la consommation humaine, ces nutriments importants sont transmis par la suite aux consommateurs. Donc, ils contribuent essentiellement dans la sécurité alimentaire mondiale. Passons aux caractéristiques de ces ingrédients marins et je commence par la fameuse farine de poisson. Ce produit fini, qui peut être produit à partir de coproduits ou de poissons entiers, est composé de 50 à 72% de protéines. Ce pourcentage varie en fonction des espèces transformées, mais aussi du type de la matière première, poisson entier ou bien coproduit, des procédés industriels et autres facteurs. Constitué de 10 à 20% de cendres, principalement de minéraux, et d'une fraction lipidique qui varie entre 5 et 12%. Cette fraction lipidique représente l'apport en acides gras essentiels, les acides gras polyinsaturés, les très connus, type EPA et DHA. Pourquoi cette farine de poisson est intéressante dans le secteur aquacole? Parce que tout simplement, c'est un aliment naturellement riche en protéines marines, et qui dit protéines marines, dit des protéines hautement digestibles, dont la digestibilité tourne autour de 90%. Aussi riche en acides aminés naturels, combinant environ 10% d'acides aminés essentiels. Elle est aussi riche en acides gras polyinsaturés, EPA et DHA, apportés dans la fraction lipidique, riche en micronutriments à forte biodisponibilité, qui sont facilement absorbables, principalement en minéraux précieux, tels que le calcium, le phosphore, le magnésium, le potassium et le sélénium, et aussi en vitamines, principalement les vitamines du groupe B, les vitamines A, D et E. Toutes ces caractéristiques permettent de classer la farine de poisson comme un aliment à haut apport énergétique. Et passons à l'huile de poisson, qui est une huile constituant la source la plus riche en acides gras polyinsaturés, EPA et DHA, très reconnue à l'échelle mondiale à travers plusieurs études scientifiques démontrant leur intérêt pour la santé des poissons élevés, mais aussi pour la santé des consommateurs humains. Alors, par la suite, l'alimentation riche en ces acides se reflète dans l'alimentation des consommateurs finaux. Alors, quel est le rôle de ces ingrédients marins dans l'aquaculture? Comme vous le savez, les poissons dans les océans sont nourris en consommant du poisson ou bien en consommant des microalgues. Alors, dans les fermes d'élevage, il faut mettre à la disposition de ces poissons élevés aussi cette source de nourriture en produisant des nutriments et d'ingrédients marins à base de poissons. Donc, l'industrie des ingrédients marins, de la farine et l'huile de poisson, soutient la croissance de l'aquaculture qui en est dépendante. Et puis la production de la farine et l'huile de poisson permet, suite à une étude récente conduite en 2020, que 1 kg de poisson sauvage, dont 5 kg de poissons d'élevage dans les systèmes de production mondiaux. Alors, les ingrédients marins jouent un rôle très important dans les étapes stratégiques de la production du poisson nourri, comme source de nutriments, comme nous venons de voir. Ils sont nécessaires à la santé et surtout dans la résistance aux maladies, nécessaires à la croissance, le développement des os, des tissus, dans la prise du poids, dans le fonctionnement et dans le développement du système immunitaire. Il y a aussi un intérêt de l'utilisation de la farine et l'huile de poisson, vu qu'ils sont des aliments très appréciés par les poissons d'élevage. Donc, ils sont caractérisés par une meilleure appétence.
Alors, avant de clore, je vais présenter l'importance de la chaîne d'approvisionnement durable de la production de la farine et l'huile de poisson. Alors, vu que les captures halieutiques sont statiques, l'utilisation de coproduits va permettre de soutenir le secteur de production aquacole, de produire des éléments nutritifs à haute valeur ajoutée, de réduire les pertes et par conséquent réduire la pression sur les océans. L'industrie de la farine et l'huile de poisson, et à travers certaines unités, ils se sont lancés depuis au moins une dizaine d'années dans une chaîne d'approvisionnement durable à travers la production avec un rendement durable maximal, la protection de l'écosystème marin à travers la pêche responsable et l'utilisation de plus en plus de coproduits, l'optimisation des ressources et l'adoption des énergies renouvelables telles que l'utilisation de l'énergie solaire, l'adoption de projets de recherche et développement tels que de nouveaux procédés de production de la farine et l'huile de poisson et la recherche de nouveaux produits à haute valeur ajoutée pour remplacer la farine de poisson tels que les hydrolysats protéiques de poisson. Ils se sont inscrits aussi dans l'amélioration de la qualité à travers l'amélioration en amont et en aval lors de la collecte et de stockage des coproduits. Et à la fin, ils se sont engagés dans la certification de la chaîne d'approvisionnement en adoptant des standards internationaux tels que la certification MSC de la chaîne de production, la certification Marine Trust, la certification Friend of the Sea et aussi la certification Dolphin Safe. Alors, avec un approvisionnement limité, comme nous venons de voir dans l'ensemble des présentations, l'utilisation croissante des coproduits de poisson dans la production de la farine et l'huile de poisson constitue une solution idéale pour augmenter la production. Et certes, c'est un intérêt important de tous les opérateurs, mais tout en minimisant notre impact sur l'environnement. Merci de votre attention. Merci beaucoup Hind et bravo pour la qualité de la présentation. On sent que tu maîtrises ton sujet. Désolé de t'avoir mis un peu la pression. On arrive avec cette présentation à la fin du panel concernant l'aquaculture. Donc je ne sais pas si vous avez des questions au niveau de l'audience à ce sujet. Sinon, et par souci de gain de temps... Oui, c'est Zakaria, je voudrais juste intervenir pour un peu ajouter 2 ou 3 points assez essentiels et puis poser une question. Certains de ces éléments de la question ont circulé dans le chat. Je crois que les présentations nous ont brossé un très bon tableau. Maintenant, comment on développe l'aquaculture au Maroc? Comment on fait décoller cette aquaculture marine? Si Abdelkaddous nous a donné une présentation excellente sur les atouts environnementaux, sur les atouts par rapport à d'autres productions animales. Ceci nous interpelle pour que l'aquaculture et son développement au Maroc soient inscrits dans une stratégie alimentaire nationale. À savoir, l'aquaculture, pour se développer, elle doit présenter ses avantages compétitifs par rapport à la filière des viandes, à la filière de la volaille, et ces avantages sont indéniables. Je crois qu'il les a de façon excellente expliqués. Maintenant, l'autre avantage le plus important que je n'ai pas vu, c'est que les produits de la pêche ont un avantage sur le plan nutritionnel humain indéniable par rapport à la viande rouge, par rapport, etc., etc. Et je crois qu'il faudrait aussi le mettre en exergue. Ceci étant, le plus important, c'est de savoir est-ce que effectivement le Maroc s'oriente vers une production aquacole d'espèces carnivores, et donc tout cet intérêt pour l'aliment de bétail, ou bien d'autres espèces, pour des raisons aussi bien stratégiques nationales que économiques. Je crois que nous avons une tradition au niveau des mollusques bivalves qui a donné énormément de preuves, qui a eu des hauts et des bas avec beaucoup de problèmes qui ont été soulevés. Maintenant, moi j'aimerais bien, ma question va surtout à Abdelkaddous et Sichedli, en 2025, comment
l'ANDA voit l'aquaculture au Maroc. Si moi je veux investir, quelles sont les idées, on va dire, directrices que vous allez donner aux investisseurs pour créer cet engouement et faire démarrer l'aquaculture? Merci. Merci, professeur Babouche. J'ai juste une partie de la réponse et l'autre partie, je crois que c'est Chadli va la fournir. Il faut savoir que la chance qu'on a eu au Maroc, c'est d'avoir une mer très généreuse, et c'est ce qui a attardé notre développement aquacole jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, bon, ça y est, on arrive pratiquement à la limite et on ne peut pas rester à la traîne. Hein. Il faut que nous aussi, on s'y mette. Mais pas de la façon dont l'ont fait les Asiatiques et les Sud-Américains. C'est-à-dire, bon, on ne veut pas avoir de dégâts. Et donc, le Maroc était courageux de commencer par les plans d'aménagement. Un plan d'aménagement, ça prend 3 à 4 ans et ça, vis-à-vis de l'opinion publique, c'est des fois pas acceptable. Mais c'est nécessaire. C'est-à-dire, et puis bon, c'est vrai que l'opinion publique s'interroge. Hein, pourquoi bon, il n'y a pas encore ce décollage? À titre de comparaison, l'Espagne ou la Grèce, ils ont mis 25 ans. Nous, bon, c'est vrai, 10 ans, mais nous partons sur de très très bonnes bases. D'abord, enfin, on a des plans d'aménagement qui sont très orientés environnement, très orientés environnement, dans toutes les étapes, et en même temps avec toutes les boucles de validation auxquelles sont associés tous les intervenants, c'est-à-dire une approche vraiment intégrée. Ça concerne surtout l'offshore. Pour ce qui est de l'aquaculture à terre, bon, ben, il est ouvert à l'investisseur, on peut difficilement faire de l'aménagement, mais il y a une zone au Maroc, à partir de Sidi Ifni, on trouve de grandes étendues de zones arides qui peuvent être exploitées par l'aquaculture. Et nous avons, par exemple, l'exemple des microalgues au niveau d'une sabra, hein, du Arfenir. Il y a d'autres projets il y a d'autres investisseurs maintenant qui s'intéressent à ces zones. Et on a fait une prospection pour justement voir cette frange de littoral qui peut servir pour abriter une aquaculture à terre. Pour répondre à votre question, comment faire une aquaculture durable au Maroc, bon, bien sûr, il y a ça, mais comme je l'ai montré tout à l'heure, il faut des incitations ciblées, tout simplement. Chose que nous oublions, c'est pour ça que j'ai dit que Hosni il va répondre mieux que moi. C'est un secteur nouveau et pour être compétitif, il faut d'abord inciter les gens à s'y mettre. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, c'est un secteur quand même un peu à risque. Il faut que l'État puisse supporter une partie de ce risque. Aujourd'hui, il y a juste à peine 4 ans, on était à une vingtaine d'entreprises. Aujourd'hui, nous sommes à quelque chose comme 300 autorisations. Ça ne veut pas dire que tous ces investisseurs autorisés vont s'y mettre. On ne voit ça nulle part dans le monde. Mais une bonne partie, bon, bien sûr, ils vont produire et du moins nous l'espérons. Et je cède la parole à M. Hassan. Merci beaucoup. Merci à M. Babouche pour la question qui me permet de gagner un peu de temps qui m'a été perdu tout à l'heure. Alors là, il faut dire que c'est pas sorcier. La réponse est simple et claire. Pour qu'une activité se développe, il faut que le secteur privé s'y intéresse. Et pour qu'un secteur privé s'intéresse à quelque chose, il faut que
ce secteur soit compétitif dans le pays. Et pour qu'on soit compétitif, il faudrait avoir au moins ce qu'ont les autres, si ce n'est d'autres avantages de plus. Aujourd'hui, nous sommes encore dans un chemin où on cherche à... Déjà, j'ai parlé de la loi qui cadre cette activité. Comment pouvez-vous débloquer des fonds d'aide à une activité qui n'est pas encore définie? Nous ne sommes ni l'industrie, ni la pêche, ni l'agriculture, ni l'élevage. Qui sommes-nous? Personne ne sait du moment qu'on n'a pas encore une loi qui nous définit. Et quand la loi sera définie, on aura éventuellement des demandes pour éventuellement arriver à quelque chose. Donc nous, aujourd'hui, on souffre de ça, on souffre d'un retard énorme sur cette loi qui a démarré depuis 2013-2014, qui nous bloque aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez tous les fonds qui ont été débloqués, ils ont été débloqués pour les coopératives et les petits projets. Alors que ce qui pousse une activité à démarrer, c'est les grands projets, c'est les moyens projets et c'est aussi les petits projets pour mettre tout le socle nécessaire pour la durabilité de l'activité. Donc pour moi, il y a tout ce qui nous manque et qu'est-ce qu'on a? Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme incitation? Nous avons fait un grand pas en 2018 avec la détaxation au moins des intrants, mais ce n'est pas suffisant. Il faut des intrants locaux au Maroc déjà pour qu'on puisse au moins... Aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe au monde. Vous avez vu l'histoire du transport à l'international. Le transport des aliments qu'on importe, il a augmenté de 62% aujourd'hui pour notre cas. Donc c'est des situations intenables. C'est des situations, même l'aliment, il a augmenté aussi. Et voilà, donc on est dans ces histoires qui font que nous serons toujours dépendants des autres. Ces autres qui sont nos concurrents aujourd'hui. C'est ces autres qui produisent. Nous avons une réglementation sanitaire sur les aliments qui fait que notre aliment acheté est plus cher que les autres. Nous n'avons pas d'intrants au Maroc. Nous avons une obligation d'utiliser des aliments qui répondent à des normes. Mais en parallèle, on a aussi un produit importé qui vient nous fixer nos prix. Ce produit importé, il faudrait justement qu'on voit, est-ce qu'il répond à ces conditions sanitaires exigées par le Maroc? Est-ce qu'il a mangé la même chose que ce qu'on nous exige? Rien que ça. Donc aujourd'hui, bon, je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais il y a des blocages de partout. Je pense qu'on a consommé pas mal de temps juste à instaurer un nom à cette activité. Aujourd'hui, il faut lui donner un statut. Et ce statut, pour qu'il soit là, il faut protéger les producteurs historiques, les producteurs aujourd'hui qui démarrent. Il faut nous protéger pour qu'on puisse développer nos activités. Aujourd'hui, nous sommes face à un marché mondial où nous ne sommes pas compétitifs par des contraintes beaucoup plus d'ordre structurel, du moment qu'on n'a pas encore d'intrants. On n'a pas non plus d'espèces spécifiques au Maroc. Nos eaux marocaines, aujourd'hui, ce qu'on projette à faire, c'est beaucoup plus des espèces qui existent partout dans le marché, sauf éventuellement pour quelques coquillages. Mais nous n'avons pas non plus une spécificité qui va nous rendre compétitifs. On a la seule spécificité aujourd'hui qui n'a rien à voir avec l'activité, qui est notre situation géographique par rapport au marché européen. Allez-y encore voir, est-ce que c'est le marché européen qui est prisé aujourd'hui par les produits aquacoles? Aujourd'hui, les choses ont changé. Même cet avantage, on risque de le perdre parce que les autres marchés américains, peut-être asiatiques, ils sont les plus importants. Et puis, nous avons aussi une contrainte qui est aujourd'hui, dont tout le monde souffre, c'est l'implication des autres acteurs. On voit toujours qu'un hôtel, c'est beaucoup mieux qu'une production alimentaire. On voit toujours qu'un espace... Aujourd'hui, à Agadir, par exemple, on a un problème de foncier, mais ce n'est pas qu'à Agadir. On peut faire tous les plans d'aménagement du monde qu'on veut, mais si on ne me donne pas un point d'accès pour entrer à ma ferme et entrer de ma ferme, ça va être un problème. Donc c'est des exemples, mais c'est des blocages aujourd'hui qui sont liés beaucoup plus à la perception des autres administrations à cette activité, qui sont liés à la perception, au fait qu'on n'est pas encore pressé. On a du poisson au Maroc. Le Maroc n'est pas pressé pour faire ce qu'a fait la Tunisie ou ce qu'a fait
la Grèce ou ce qu'a fait la Turquie. Mais mon problème aujourd'hui, et d'ailleurs c'est la thématique aujourd'hui, c'est que ce qu'on a, on risque de ne plus l'avoir. Ce luxe d'avoir du poisson, on risque de le perdre un jour. L'aquaculture, elle devient une activité obligatoire, une activité nécessaire, une activité qu'on ne peut pas ignorer. Et si on prend du temps comme ça à sortir des mesures, on risque un jour de tuer l'existant. Et c'est ma peur aujourd'hui. C'est que l'existant aujourd'hui, il souffre. Et comment peut-on développer alors que l'image qu'on donne des gens qui existent aujourd'hui, qui travaillent, n'arrive pas encore à décoller. Et voilà, c'est le résumé. Mais si je reste comme ça, je ne vais pas m'arrêter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Chedli. Je pense que le message est passé. Beaucoup de challenges, effectivement, et la survie qui est remise en cause. Je pense que la FENIP a bien reçu le message. Je pense que l'ANDA a le message depuis toujours. Maintenant, on attend effectivement la traduction de l'essai sur le terrain et la réponse à certaines problématiques de base, telles que le débarquement ou le BABA, en fait, étant donné qu'on n'a pas suffisamment de côtes protégées. On n'a déjà pas beaucoup d'avantages compétitifs, si ce n'est la position géographique, comme vous l'avez dit. Donc, s'il n'y a pas des incitations par ailleurs, et je pense que dans le panel suivant, on va parler des incitations, possibles en tout cas, on n'ira pas très loin. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle par rapport à l'aquaculture? Très bien. Alors, sans transition, je propose de passer au panel suivant. Et donc, c'est Abdelaziz Sibaweh de l'ONP. On va faire quelques arrangements avec le programme pour qu'on puisse passer plus rapidement au cocktail dînatoire qui nous attend de l'autre côté. Mais donc, encore un dernier panel important par rapport à la chaîne de valeur et ce que proposent les différents partenaires. Si Abdelaziz, vous préférez rester là ou être au pupitre, comme vous voulez. Ok, bonsoir tout le monde. J'ai le grand plaisir de présenter un thème de la contribution de l'ONP dans l'optimisation des chaînes de valeur. Alors, je vais essayer d'être bref et rapide pour y arriver à l'essentiel. Donc, notre thème, il va être partagé ou composé de 3 chapitres, l'introduction et la modernisation des infrastructures. Et enfin, la contribution à la chaîne de valeur. Rapidement, je vais passer par les statistiques que nous avons reçues. Donc, au niveau national, la production en 2020, dont on trouve ici les 3 segments, que ce soit chalutier, les chalutiers hauturières, la pêche côtière et la pêche artisanale, avec une production d'1 383 000 000 de tonnes et une valeur de 11 120 millions de dirhams. Comme vous pouvez le voir ici, c'est que normalement la pêche côtière est dominante par rapport aux autres, les apports en termes de volume. Elle est dominante. Micro sur mute, SVP. Merci. Elle domine avec 87% de la production nationale. Bien sûr, ça c'est dû automatiquement à la production des espèces de la pêche pélagique. Mais pour la valeur, il est de 42% par rapport aux autres segments. Et on voit juste après la pêche hauturière avec 5% de la production et plus de 18%. Enfin, c'est pas 18, mais 37% de la valeur, ça est dû aussi à les espèces de haute valeur commerciale qui sont pêchées dans ce segment. Ici, je vais passer rapidement. Comme vous voyez ici, j'ai fait une statistique des 10 dernières années au niveau national, que ce soit pour la pêche côtière et la pêche artisanale. Et comme vous pouvez le voir, il y a une évolution annuelle d'une moyenne de 2%. Une évolution de 2% en moyenne, donc avec quelques fluctuations, et alors que pour la valeur, nous avons 7% en moyenne, avec le pic l'année dernière, donc c'est un chiffre d'affaires record qui est passé de presque 9 milliards de dirhams, donc c'est une production annuelle. Une grande performance pour l'Office national des pêches. Ici, quelques statistiques par espèce, je vais passer rapidement, donc je ne vais pas m'attarder.
Et alors, en passant au deuxième chapitre, c'est la modernisation des infrastructures. Ici, l'OMP, en tant que bras opérationnel de la stratégie Haliotis, elle a pu contribuer avec une infrastructure, avec un large réseau commercial composé par des halles de troisième génération, bien sûr, qui sont soumis à des normes internationales, telles que, par exemple, la séparation des flux entre les personnes et le produit, la marche en avant, le contrôle de la température, enfin l'informatisation des processus de la commercialisation. Un petit rappel, c'est que nous avons 22 halles de poissons troisième génération au niveau national et 43 VDP et PDA, donc les points de débarquement aménagés, ainsi que 9 comptoirs d'agrégage de poissons industriels. Ça, c'est quelques photos des deux derniers halles troisième génération, celui de Mehiris qui est le point le plus sud de notre pays, et aussi la halle aux poissons qu'on est en train de construire au niveau de Sewera. Alors, ça, c'est un processus qui est très, très prometteur pour l'OMP. C'est la refonte du processus de commercialisation qui s'articule en 3 axes. Le premier concerne l'arsenal juridique, c'est la réglementation. Le deuxième, que je n'ai pas entré dans le détail, la célérité de transaction, la professionnalisation de services. Enfin, le troisième axe, concerne la digitalisation. C'est mon préféré, c'est le thème le plus important maintenant, et c'est la mode. Donc, c'est la mode actuellement. Donc, aussi bien, enfin, de cet axe, c'est l'interopérabilité entre le système informatique, l'Office national des pêches, l'ONSA et Morocco Foodex. C'est quoi normalement ici la digitalisation pour l'OMP? L'OMP, ça fait des années qu'on travaille pour y arriver à ce stade. Et pour votre information, Inch'Allah, d'ici quelques jours, on va lancer cette digitalisation au niveau d'Agadir. Donc c'est un projet pilote qui va être lancé peut-être dans une semaine au maximum à 10 jours, ici à Agadir. C'est que nous avons passé du mode d'informatisation vers le mode de digitalisation et qui est un premier pas vers la vente à distance. Donc, pour le processus, c'est qu'on passe par la capture, puis le triage à bord, que ce soit à bord ou à terre. Et après, c'est la déclaration qui se fait au niveau département des pêches maritimes. Enfin, c'est la vente digitalisée et tout ça. Donc, c'est un truc qu'on va utiliser tout d'abord une digitalisation sur place. C'est pas à distance, mais c'est juste éliminer le crieur traditionnel qui se fait normalement dans les halles aux poissons. Si vous avez une idée sur les halles, c'est qu'on va éliminer la personne et ce sont les marailleurs qui font eux-mêmes la vente aux enchères. Alors, pour l'OMP, toujours dans sa contribution dans la chaîne de valeur, et là, nos ingénieurs informatiques, ils ont développé une application qui est normalement accessible à tous les professionnels, que ce soit des marailleurs ou armateurs, bien sûr. Elle est normalement elle est téléchargeable gratuitement sur Google Play et App Store. Donc, c'est juste cette application. Elle a comme but, objectif, de donner des données personnelles relatives aux transactions commerciales et toutes les mercuriels qui peuvent être faites par l'usager, enfin par le professionnel au niveau de nos halles, que ce soit dans tous les points du Maroc. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que l'OMP aussi a contribué activement et très fructueusement dans l'acquisition des contenants normalisés qui ont remplacé enfin les caisses en bois. Donc, c'est un objectif qui a été mis lors de la stratégie Haliotis en 2009. C'est parmi les grands projets. Donc, pour moi, on a atteint les objectifs à 100% et a donné beaucoup de valeur ajoutée pour la commercialisation du poisson au niveau de nos halles. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est quelques photos. Je crois que j'étais en temps rien. Je garde mon temps, d'accord. Voilà quelques photos pour vous donner une idée sur ces unités de gestion des contenants normalisés. Vous
voilà, aussi, toujours dans le cadre de la contribution, dans la chaîne de valeur, l'OMP, en 2016, a commencé d'équiper nos halles, même les PDA, les points de débarquement aménagés, les VDP, par les énergies renouvelables avec des panneaux photovoltaïques. On a commencé par les sites qui sont très lointaines, surtout les PDA de la région, de nos régions de sud, tels que par exemple Ntireft, le Kra, le Perda, etc. Donc depuis 2016 jusqu'à maintenant, on a pu équiper pas mal, presque une grande partie des PDA par ces énergies renouvelables. Et bien sûr, on est toujours en extension pour les autres VDP existants. Et ce n'est pas seulement pour les halles, mais c'est pour l'ensemble de villages de pêcheurs qui est alimenté par ces énergies. Bien sûr, pour épargner pas mal de choses, les coûts et les problèmes que nous avons eus avant. Alors, je crois que ça, c'est l'avant-dernier. C'est pour contribuer activement à renforcer aussi, développer la croissance au niveau de consommation du poisson. L'OMP a fait des mégastructures, ce sont les marchés de gros, qui sont installés à l'intérieur du pays du Maroc. Et nous avons déjà, c'est comme qui a été tracé dans la stratégie à l'UTIS, de construire 10 marchés de gros, donc qui sont là. Et donc, nous avons un exemple qui est tout près ici à la ville d'Inzgan. Voilà, donc ça, ce sont des images que vous pouvez les voir. Je crois que, voilà, donc, dans le vif du sujet aussi, l'OMP, là où il n'y a pas des acteurs privés pour normalement faire des fabriques de glace, et il a pris en charge de construire et d'équiper tous les villages de pêcheurs et même tous les halles par des chambres froides, et aussi par des fabriques de glace. C'est pour, bien sûr, améliorer et conserver la qualité et la valorisation des produits. Et voilà, et merci. J'espère que je ne sais pas long. Merci beaucoup, Sieb Aziz.